Comment bien débuter en bourse? Bonjour les amis, grâce à mon guide complet sur l'investissement en bourse, pour les débutants, je vais répondre à toutes les questions qu'un investisseur débutant peut se poser. Je vais vous expliquer le fonctionnement de la bourse, vous parler des différentes stratégies d'investissement pour gagner de l'argent en bourse. Je parlerai également de la fiscalité, je vous montrerai comment passer un ordre en bourse. En fait, cette vidéo est une mini-formation gratuite pour les débutants en bourse. Vous voulez investir en bourse, mais vous avez peur de perdre de l'argent ou de ne pas savoir comment faire. Pour bien débuter, je vais commencer par enlever quelques idées fausses que vous pourriez avoir en tête. Premièrement, non, ce n'est pas compliqué d'investir en bourse. C'est très simple. Il suffit d'une connexion Internet, on peut ouvrir un compte en quelques minutes. Deuxièmement, il est inutile d'être un expert pour gagner de l'argent en bourse. Il y a différentes façons d'investir en bourse et la plus simple est accessible à tous. Et en plus, elle fait partie des stratégies les plus rentables et les moins risquées. Je vous présenterai en détail cette méthode plus loin dans la vidéo. Troisièmement, investir en bourse ne demande pas beaucoup de temps. Il existe des stratégies qui demandent moins d'1 heure par mois. Sur une longue période d'investissement, le risque de perte en bourse est historiquement réduit. Ceux qui perdent de l'argent en bourse ont généralement utilisé la mauvaise stratégie, par exemple en ne diversifiant pas assez leur portefeuille ou en investissant sur des périodes trop courtes. Le graphique que vous voyez correspond au CAC 40 dividendes réinvestis sur une dizaine d'années. Je vous expliquerai plus loin ce qu'est un dividende. Vous pouvez voir que la tendance à long terme est largement à l'augmentation. En bourse, il y a bien sûr des variations à court terme, des baisses, par exemple ici une grosse baisse, mais à long terme, la tendance générale, historiquement, a été à l'augmentation. La courbe rouge correspond à ce que les statisticiens appellent la moyenne glissante sur un an. C'est-à-dire que c'est la moyenne sur la période allant 6 mois avant et 6 mois après la date considérée. Vous constatez que cette courbe rouge a l'avantage d'être beaucoup moins instable que la courbe bleue. Mais sur le long terme, vous voyez qu'elle a donné le même résultat de gain que la courbe bleue. Même en période de forte baisse, vous voyez que la courbe rouge résiste bien. Elle lisse les variations. La stratégie d'investissement que je vais vous présenter plus loin dans cette vidéo met en pratique l'effet protecteur de la moyenne. Mais non pas sur un an, mais sur une période de temps bien plus longue, ce qui limitera encore plus le risque de perte. Dernière idée fausse sur la bourse, non, il n'est pas nécessaire d'être riche pour investir en bourse. On peut investir à partir d'une dizaine d'euros. Cependant, attention, avant d'investir en bourse, il faut quand même avoir des bases pour éviter de faire de grosses erreurs qui pourraient vous coûter cher. Mais justement, ma vidéo est faite pour vous donner toutes les bases solides qui vous permettront d'éviter de perdre de l'argent et de choisir la stratégie gagnante adaptée à votre situation. En bourse, vous pouvez principalement acheter des actions et des obligations. Prenons l'exemple d'une entreprise que tout le monde connaît, TF1. Lorsqu'une entreprise est introduite en bourse, c'est comme si elle était divisée en un grand nombre de petits morceaux. Chaque action représente un petit morceau de l'entreprise. Donc, acheter une action TF1, c'est acheter une toute petite partie de l'entreprise TF1. Il y a 210 485 635 actions TF1. Donc, une personne qui a 210 actions TF1 peut dire qu'elle possède presque 1 millionième de TF1. Ce qui, au cours actuel de l'action TF1, correspond à 1780 €. En bourse, vous pouvez également acheter ou vendre des obligations. Si une entreprise a besoin d'emprunter de l'argent, elle peut mettre sur le marché des obligations. Acheter une obligation revient à prêter de l'argent à cette entreprise. En échange, l'entreprise va vous rémunérer grâce à un taux d'emprunt. Il y a bien sûr un risque, celui que l'entreprise ne vous rembourse pas et donc que vous perdiez tout ou partie de votre argent. Plus la dette semble risquée, plus le taux d'intérêt sera important. La bourse permet de confronter l'offre et la demande sur les actions et les obligations. Plus loin dans la vidéo, je vous montrerai un carnet d'ordres qui correspond à la liste des ordres d'achat et des ordres de vente. Certaines actions donnent droit à un dividende. Elles partagent une partie du bénéfice réalisé entre tous les actionnaires. On parle aussi de coupons. Par exemple, ceux qui possédaient l'action TF1 le 20 avril 2023 ont reçu un dividende ou un coupon de 0,5 €. Ce dividende de 0,5 € représentait 5,87% du prix de l'action. On dit que le rendement en 2023 était de 5,87%. Et bien sûr, on reçoit autant de dividendes que d'actions, donc une personne qui possédait 1000 actions TF1 a touché 500 € de dividendes.
Vous voyez sur cet exemple que la bourse rapporte bien plus que le livret A. Mais les dividendes ne sont pas forcément le meilleur moyen de gagner de l'argent en bourse. Vous pouvez voir à l'écran une sélection d'actions françaises qui devraient offrir les plus forts rendements en 2024. Quand on voit de tels chiffres, on croit rêver. ICAD, rendement 2024, 19,9%. Clariane, 17,85%. Altarea, 11,71%. Mercialis, 10,03%. Mais attention, ici ce ne sont que des prévisions de rendement, car le montant du dividende de 2024 n'a pas encore été voté en Assemblée générale. C'est uniquement lorsque le montant de dividende a été voté en Assemblée générale de l'entreprise qu'on est sûr du montant du dividende. Par contre, pour le dividende 2023 et le rendement 2023, les chiffres sont certains. Une des erreurs que font les débutants en bourse est d'investir sur des actions qui offrent un très haut rendement en pensant qu'ils font une affaire. Mais attention, investir sur des actions avec un très gros dividende n'est pas forcément une bonne affaire, car il n'est pas rare que les entreprises avec un très fort rendement soient en mauvaise santé et il peut y avoir un plus fort risque que ces actions baissent. Prenons l'exemple d'ICAD. Si son cours devait baisser de 20%, il y aurait une perte de l'ordre de 5,2 € qui est supérieure à la prévision de gain grâce aux dividendes. A contrario, LVMH a une politique de dividendes opposée. En 2023, elle a versé seulement 13 € de dividendes, ce qui est peu étant donné le cours élevé de l'action, et ce qui correspondait à un rendement de seulement 1,53%. Pour autant, historiquement, acheter des actions LVMH a été un très bon placement. En effet, sur les 10 dernières années, le cours de l'action LVMH a augmenté de 543%. Autrement dit, son prix a été multiplié par 6,43 en 10 ans, ce qui correspond à une augmentation moyenne annuelle de 20,45%. Donc, en ajoutant le dividende, ça donne un gain moyen annuel de 22% par an. Conclusion, le dividende ne doit être qu'un élément d'appréciation parmi d'autres pour choisir d'investir sur une action. Merci de liker cette vidéo si vous l'appréciez, cela permet de donner plus de visibilité à ma chaîne YouTube. La principale raison pour laquelle il est intéressant d'investir en bourse, c'est que les actions sont l'un des actifs qui, historiquement, a donné les meilleures performances. Si vous investissez en bourse sur le long terme, en bénéficiant des intérêts composés, vous pourrez accumuler un capital important. Si vous ne savez pas ce que sont les intérêts composés, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite sur ce sujet, je mets le lien en commentaire. La méthode qui me paraît la plus simple pour investir en bourse est d'investir sur un indice boursier. Si vous voulez investir en bourse, il est important de connaître les principaux indices boursiers. L'indice boursier le plus connu en France est le CAC 40. Il est composé de 40 valeurs françaises parmi les 100 plus fortes capitalisations de la Bourse de Paris. Il est positionné sur l'ensemble des secteurs d'activité. Donc, le CAC 40 est à voir comme un portefeuille de 40 actions avec une certaine pondération de chaque action. En effet, chaque action ne représente pas 2,5%. La pondération des actions à l'intérieur d'indices n'est pas équilibrée. Entre autres, les entreprises AXA, Danone, LVMH et Total font partie du CAC 40. Mais toutes les actions françaises ne sont pas dans le CAC 40, par exemple, il n'y a pas TF1. Et bien sûr, les pays étrangers ont également des indices boursiers. Parmi les plus connus, vous avez sans doute entendu parler du Dow Jones, abréviation de Dow Jones Industrial Average. C'est un indice américain, c'est le plus vieil indice boursier du monde. Il est composé des 30 plus grosses entreprises cotées au New York Stock Exchange. Il intègre entre autres Amazon, Apple, Boeing, Coca-Cola, McDonald's et Microsoft. Autre indice américain, le Nasdaq Composite, souvent nommé Nasdaq en abrégé. Il présente la particularité d'être 100% électronique et d'accueillir de nombreuses entreprises du secteur de la technologie, telles que Apple, Facebook ou Nvidia. Le DAX, quant à lui, est un indice boursier allemand. Le Nikkei est un indice boursier japonais et l'Euro Stock 50 regroupe 50 actions de la zone euro. Regardons cela plus en détail avec l'indice américain S&P 500. Une personne qui aurait investi 10 000 € en février 91 aurait aujourd'hui plus de 247 700 €. Donc je ne vous ai pas menti en vous disant qu'investir sur un indice boursier pourrait être très rentable. Cependant, comme vous pouvez le voir, l'investissement en bourse comporte des risques. Par exemple, en août 2000, le S&P 500 est passé de 62 623 € à 29 712 € en mars 2003. Conclusion, lorsque vous investissez en bourse, vous pouvez perdre une partie de votre argent,
D'une manière générale, n'investissez que l'argent que vous pouvez perdre. Cependant, sur le long terme, la valeur des actions a tendance à augmenter. Avec un capital multiplié par 7,26 en 20 ans et un rendement moyen annualisé de 10,4%, et sur 33 ans, l'augmentation moyenne a été de 10,2% par an. Cependant, attention, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Ce n'est pas parce qu'un indice a très bien performé jusqu'ici qu'il en sera de même dans le futur. Il y a toujours un risque à investir, en particulier en bourse. Plus loin dans ma vidéo, je vous donnerai une stratégie d'investissement très simple qui permet de bénéficier de la bonne performance des indices boursiers. Vous avez à l'écran la courbe représentant l'indice CAC 40 GR, c'est-à-dire Gros Return, c'est-à-dire qui intègre aussi bien le gain réalisé grâce à l'augmentation du prix des actions que les gains liés aux dividendes. L'indice a augmenté de 7,3% en 20 ans. C'est largement inférieur à la performance du S&P 500 et d'ailleurs également inférieur à la rentabilité du crowdlending et du crowdfunding immobilier qui offrent actuellement des rendements entre 10 et 12% par an. Pour le CAC 40, il y a également des risques de perte. La personne qui aurait investi en juillet 2000 48 826 € aurait eu en mars 2023 20 512 €, soit une perte de 58% en moins de 3 ans. Et cela a mis presque 7 ans pour retrouver le niveau de juillet 2000 en mars 2007, 49 857 €. De même, en investissant en mai 2007 avec un indice à 55 026 €, en février 2009, l'indice n'était plus qu'à 25 604, soit une perte de 53,5% en moins de 2 ans. Et cette fois-ci, cela a mis presque 6 ans pour retrouver le niveau de mai 2007. Je vous ai donné les deux pires situations pour un investisseur sur le CAC 40 en 33 ans. Il aurait fallu vraiment pas être chanceux pour investir pile sur l'un des plus hauts de l'indice. Cela signifie qu'en 33 ans, même dans le pire des cas, un investisseur qui aurait investi à horizon 6 ans n'aurait pas perdu d'argent, même en commençant à investir au pire moment. La durée de l'investissement est un élément clé de l'investissement en bourse. Je pense que l'investissement en bourse n'est pas adapté pour un horizon d'investissement de moins de 10 ans. Par ailleurs, il me semble important de ne pas mettre 100% de son capital en bourse. Par exemple, avoir seulement un quart de son capital en bourse atténuera énormément l'impact des phases de baisse. Avec seulement un quart de son capital en bourse, la baisse du CAC 40 de 58% entre juillet 2000 et mars 2003 correspond à une baisse de seulement 14,5% de votre capital total. Mais attention, pour que cette diversification vous protège, il faudra que le reste de votre argent soit placé sur des actifs non corrélés avec la bourse, c'est-à-dire qui ne varient pas dans le même sens que la bourse. Par exemple, l'or est non corrélé avec le CAC 40, une baisse du CAC 40 ne signifie pas forcément une baisse du prix de l'or. De même, le crowdlending et le crowdfunding immobilier ou l'immobilier physique ne sont pas corrélés à la bourse. C'est pour cela que sur ma chaîne YouTube, je vais progressivement parler d'un peu tous les actifs, donc à l'avenir, je vais parler régulièrement de l'investissement en bourse. J'ai parlé des pires situations sur le CAC 40, mais il faut garder en mémoire les bonnes performances historiques du CAC 40 et des autres indices sur des longues périodes. Je vous parle maintenant de l'indice sur lequel je vais le plus investir, le Nasdaq. Alors pourquoi je vais privilégier le Nasdaq ? Premièrement parce que historiquement, il a eu des meilleures performances que les autres indices. 13,6% de rendement moyen annualisé sur les 20 dernières années, contre 10,4% sur le S&P 500 et 7,3% sur le CAC 40. Et même, ces performances se sont améliorées dans les périodes récentes. Mais les performances passées ne présagent rien des performances futures. Donc la principale raison sur laquelle je vais investir sur le Nasdaq, c'est que je pense que le développement de l'intelligence artificielle pourrait booster les valeurs technologiques. Et donc l'indice Nasdaq qui est centré sur les valeurs technologiques telles que Apple, Meta, Intel, Alphabet ou Microsoft. Je vous ai mis 3 étapes simples pour investir concrètement en bourse. Tout d'abord, il faudra ouvrir un compte chez un courtier. C'est quoi un courtier ? C'est une entreprise qui va vous permettre d'investir en bourse, d'acheter ou de vendre des actions, des obligations, etc. Je vous conseille de prendre un courtier en ligne. Vous pourrez alors acheter et vendre très simplement de chez vous sur votre compte internet et de plus les frais sont moins élevés. Parfois, au lieu de parler de courtier, on parle de broker. Il y a une multitude de courtiers français tels que Fortuneo, Boursorama, Bourse Direct ou étrangers tels que DeGiro. Prendre un courtier français pourra vous simplifier vos démarches déclaratives vis-à-vis des impôts. J'ai eu une très mauvaise expérience avec Bourse Direct, donc je ne vous conseille pas ce courtier.
Fortuneo vient de baisser ses tarifs et devient compétitif. Je pense que c'est un courtier bien adapté à des investisseurs débutants. De plus, Fortuneo offre un bonus de 140 € si vous ouvrez un compte bourse. Plus loin dans ma vidéo, je vous expliquerai comment bénéficier de ce bonus de 140 €. Deuxième étape, il faudra sélectionner des actions, ETF, obligations ou autres sur lesquelles vous voulez investir. Alors ça peut paraître un peu compliqué, mais très bientôt je vous ferai une vidéo qui va vous présenter plus en détail des ETF sur lesquels il me semble intéressant d'investir. Dernière étape, il vous suffira de vous connecter à votre compte et commencer à acheter des actions ou ETF. Je vous montre comment faire. Supposons que vous ayez ouvert votre compte sur Fortuneo, vous vous êtes donc connecté à votre compte, je vous montre comment acheter ou vendre des actions. Si vous avez un autre courtier, la démarche sera similaire. Vous pouvez voir que simultanément, vous pouvez avoir un compte titre ordinaire et un PEA. Je vous expliquerai plus loin ces termes. Vous devez tout d'abord sélectionner le compte à partir duquel vous voulez investir. Vous avez un résumé de ce que contient votre compte. Tout d'abord, les titres, c'est-à-dire actions, obligations ou autres que vous avez en portefeuille, et le montant. Le solde espèce, c'est-à-dire l'argent disponible pour acheter des actions ou autres. Et la valeur totale de votre portefeuille. Et vous avez ensuite une liste des actions que vous possédez, avec leur cours, c'est-à-dire la valeur lors de la dernière cotation, la variation la veille, le nombre d'actions que vous possédez, 16 actions Air Liquide par exemple. Le PRU, c'est le prix moyen auquel vous l'avez acheté, la valeur totale de ces actions et la plus-value ou moins-value en pourcentage. Je vous montre comment acheter un actif boursier. Tout d'abord, vous devez connaître le nom de l'action ou de l'ETF que vous souhaitez acheter, ou alors, c'est encore mieux, vous pouvez connaître son ISIN, qui est son code d'identification. Donc moi, je connais l'ISIN de l'actif que je veux acheter, je le tape ici, vous voyez, il apparaît, et il suffit d'appuyer ici pour le rechercher. Donc il s'agit du Lyxor PEA Nasdaq 100, qui est un ETF, c'est-à-dire que grâce à lui, je vais pouvoir investir sur l'ensemble des actions du Nasdaq 100 et obtenir les mêmes gains que l'indice Nasdaq 100. Bien sûr, avant d'acheter, vérifiez toujours que vous êtes bien sur l'actif que vous avez sélectionné. Vous avez des informations, tout d'abord la valeur la plus haute du jour, 65,95 €, le plus bas du jour, le volume échangé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu 18 858 de ces ETF qui ont été achetés et vendus. L'ouverture, c'est la première valeur à laquelle l'actif a été échangé. Clôture la veille, et quand vous avez des évolutions, ici moins 1,23%, c'est l'évolution entre le cours de clôture la veille et le cours actuel de 65,74 €. Vous avez ici CTO, c'est-à-dire que vous pouvez acheter cet ETF dans un compte titre ordinaire, ou PEA, cela signifie qu'on peut acheter cet ETF avec un PEA. Si vous ne connaissez pas encore bien cet ETF, vous avez la possibilité de télécharger un descriptif complet ici. Donc vous avez une présentation complète de l'ETF. Tout d'abord, c'est un fonds qui a durée illimitée. Il y a certains actifs qui ont une durée limite de cotation, ce n'est pas le cas ici. Et très important, l'objectif de gestion du fonds est de répliquer à la hausse comme à la baisse l'évolution de l'indice Nasdaq 100 Net Total Return, dividende net réinvesti. Cela signifie que ce fonds devrait vous donner le même rendement que si vous investissiez sur la totalité de l'indice Nasdaq 100 en bénéficiant à la fois de la hausse ou de la baisse de l'indice et également des gains réalisés grâce aux dividendes des actions qui sont dans cet indice. Je ne vais pas vous détailler plus cette fiche synthétique de l'ETF. Je ferai très prochainement une vidéo de présentation de mes ETF préférés où je ferai une analyse plus approfondie des ETF. On revient à la page de présentation de l'ETF. Ici, vous avez le graphique concernant le cours de l'ETF, que ce soit sur un jour, sur 5 jours, sur un mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, etc. Chose très importante, c'est ce que l'on appelle le carnet d'ordre. Je vous ai dit que la bourse était le lieu où se confrontait la demande et l'offre. Sur la colonne de gauche, vous avez les achats en vert et à droite en rouge les ventes. Je vous explique comment interpréter tout cela. Par exemple, ici, vous avez 1119 ordres d'achat et ici, vous avez un volume de 3431 à la vente au prix de 65,87.
Alors vous voyez que le carnet d'ordre n'arrête pas de bouger, c'est normal parce qu'à chaque fois qu'il y a un échange, il y a des ordres qui peuvent disparaître. Et également, à chaque instant, des personnes peuvent rajouter des ordres aussi bien à l'achat qu'à la vente. Donc vous voyez que tout cela est fluctuant de seconde en seconde. Supposons que vous ayez envie d'acheter cet ETF. Voyez que le premier ordre de vente est ici à 65,82. Donc si vous cherchez à acheter à 65,5, ça ne sera pas pour tout de suite. Mais peut-être dans la journée ou dans les jours suivants, vous pourrez avoir votre ordre qui va passer. Par contre, si vous voulez immédiatement acheter cet ETF, vous pourrez par exemple proposer un prix de 65,85 et normalement il devrait passer, sauf si bien sûr il y a une variation entre-temps. Et si vous souhaitez vendre, il faudra regarder dans la colonne achat. Si vous souhaitez vendre par exemple à 66 €, ça ne passera pas tout de suite, mais peut-être que ça passera plus tard dans la journée ou les jours suivants. Mais si vous voulez vendre immédiatement, ça serait mieux de passer un ordre par exemple à 65,7 et là, normalement, il devrait passer immédiatement. La première chose, ça va être de fixer votre prix d'achat ou de vente. Acheter, supposons que vous souhaitiez acheter immédiatement. Voyez que le premier ordre de vente est à 65,85. Donc normalement, si vous mettez un ordre d'achat à 65,85, il devrait passer. Il suffit d'indiquer la quantité. Si par exemple vous souhaitez placer dans les 650 €, il faudra en acheter une dizaine. Ici, c'est ce qu'on appelle un ordre limite, 65,85, c'est-à-dire que j'accepte d'acheter si la personne me le vend à maximum 65,85. Si par exemple une personne vend à 65,8, je vais pouvoir acheter. Si elle vend à 65,9, je n'achèterai pas. Vous êtes sûr d'acheter à ce prix-là ou en dessous. Avant de valider, vous devez cliquer ici et puis acheter et vous cliquez sur confirmer et l'ordre est passé. Alors moi je ne clique pas sur confirmer parce que je ne veux pas acheter aujourd'hui. Et pour les ordres de vente, c'est exactement la même chose, sauf que bien sûr vous cliquez sur vendre. Donc si vous possédez déjà l'ETF, vous pouvez par exemple choisir d'en vendre 20. À quel prix? Il faut regarder. Les personnes qui achètent pour l'instant, c'est au maximum à 65-76 €. Supposons que je ne sois pas pressé, que je souhaite vendre à minimum 70 €. Je vais mettre un ordre ici à 70 €. Je suis conscient qu'il y a peu de chances que je vende aujourd'hui parce que je suis quand même assez éloigné du prix maximum d'achat dans le carnet d'ordre. Cependant, c'est un ordre à révocation, c'est-à-dire que mon ordre va rester jusqu'au 28 mars 2024. Donc jusqu'au 28 mars 2024, mon ordre va rester jusqu'à ce qu'il soit vendu et s'il ne passe pas, il sera automatiquement annulé. Si vous voulez passer un ordre sur un jour, c'est possible. Vous mettez ici jour et dans ce cas-là, vous acceptez de vendre au minimum à 70 €, mais aujourd'hui. Dès le lendemain, votre ordre va être annulé. Supposons maintenant que vous souhaitiez acheter l'action LVMH, c'est pas compliqué. Ici, dans la zone de recherche, vous allez rechercher LVMH, vous cliquez, vous vérifiez toujours avant d'acheter ou de vendre que ça correspond bien à ce que vous voulez. Donc c'est bien l'action LVMH. Ici, c'est ce que l'on appelle le code ISIN, ce qui permet de retrouver facilement une action en étant sûr que c'est la bonne action. Donc, supposons que je souhaite acheter des actions LVMH, je vais cliquer sur acheter. Supposons que vous souhaitiez acheter une action LVMH, vous allez mettre quantité 1. Imaginons que vous avez fait une analyse de l'action, vous souhaitez acheter uniquement à partir de 813,50 €. Ici, il suffit de mettre 813,50 €. Alors, vous êtes conscient qu'il y a peu de chances que ça passe aujourd'hui. Donc ça sera à révocation, c'est-à-dire que vous aurez jusqu'au 28 mars 2024 pour que l'ordre passe. Vous cliquez sur acheter, vous confirmez, et maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre que l'action baisse jusqu'au prix d'achat que vous avez donné pour que l'ordre passe. Je ferme ici, vous pouvez retrouver la liste de vos ordres. Ici, vous avez portefeuille et carnet d'ordre. Vous voyez qu'ici, j'ai bien l'ordre que je viens de passer. Si vous avez changé d'avis et que tout compte fait, vous ne voulez plus acheter cette action, c'est très simple, vous allez dans Annulation d'ordre. Bien sûr, c'est possible tant que l'ordre n'est pas passé. Une fois qu'il est passé, vous avez acheté l'action, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Vous sélectionnez le ou les ordres que vous voulez annuler et vous cliquez sur Annuler les ordres. Confirmez l'annulation d'ordre, je confirme. Un conseil, retournez au carnet d'ordre pour vérifier que l'ordre a bien été annulé. Et en effet, vous voyez que maintenant, l'ordre est dans l'état annulé. C'est-à-dire que c'est bon, vous avez supprimé cet ordre d'achat. Vous avez également
historique des opérations. Ici, par exemple, vous pourrez consulter la liste des ordres qui ont été passés et réalisés. Par exemple, 3 jours plus tôt, vous avez acheté 3 actions TF1, ou il y a 10 jours, vous avez vendu 5 actions LVMH, etc. Et vous avez une aide pour la fiscalité. Je trouve que Fortunio est assez facile à prendre en main pour des débutants en bourse. Alors bien sûr, pour acheter des actions, il faudra virer suffisamment d'argent sur votre compte bourse. L'argent que vous allez virer va arriver dans ce qu'on appelle le compte espèces, si vous avez un compte titre. Et après, quand vous passez un ordre d'achat dans votre compte titre, ça débitera automatiquement le compte espèces. Pour le PEA, c'est un peu différent. L'argent sera viré sur votre compte PEA et à chaque fois que vous achetez des actions, ça va débiter le montant sur le compte PEA. J'ai beaucoup parlé des indices, mais bien sûr, on peut investir en bourse en achetant une seule action. Cependant, mettre 100% de son capital sur une seule et même action serait très risqué. Même avec 10% de son capital sur 10 actions différentes, la diversification est limitée et donc le risque est plus fort. De plus, choisir les bonnes actions demande de très bonnes connaissances que peu de personnes ont. Tout le monde n'est pas Warren Buffett. Parmi les professionnels européens gérants de fonds d'actions qui sélectionnent des actions dans un indice pour essayer de faire mieux que l'indice, 98% n'y arrivent pas sur une période de 10 ans. Et même sur 5 ans, 90% sont en échec. D'ailleurs, quand vous étudiez sérieusement les résultats de professionnels tels que Charles Gave, c'est médiocre. Son portefeuille idéal a de moins bons résultats que certains indices. Donc, ne croyez pas à tous les youtubeurs qui vous expliquent que grâce à leur formation géniale de quelques dizaines d'heures, vendue des centaines d'euros, vous allez obtenir des résultats exceptionnels. Il faut rester modeste. Trader est un métier très technique qui demande des années d'études et d'expérience et aussi de grandes qualités psychologiques. D'ailleurs, Robert Shiller, prix Nobel d'économie 2013, disait « Si la bourse était facile à prévoir, nous serions tous riches ». Dans ses travaux, Robert Shiller montre que tous les agents économiques sont influencés par des facteurs culturels, structurels et psychologiques qui biaisent leurs décisions et biaisent par conséquent le comportement des marchés. Sa conclusion est que les anticipations rationnelles ne peuvent pas permettre de prédire les variations des cours de bourse. C'est pour ça qu'un grand nombre de non-professionnels perdent de l'argent en bourse. Il y a plusieurs stratégies pour investir en bourse. Tout d'abord, je vais parler de la stratégie stock picking. Cette stratégie consiste à faire une sélection d'actions et chercher à les vendre et les acheter au bon moment. La sélection d'actions se fait surtout par de l'analyse fondamentale et le choix du moment où acheter et vendre repose généralement sur l'analyse technique. Comme je l'ai déjà dit, c'est une stratégie risquée qui, chez les non-professionnels, génère le plus souvent des pertes. Car cette stratégie demande de très bonnes connaissances et surtout de l'expérience, car l'apprentissage doit surtout se faire par la pratique. Investir sur quelques actions va demander un suivi quotidien de vos actions, tout cela risque d'être gourmand en temps. Et même quand vous serez en vacances, vous êtes censé suivre les actions sur lesquelles vous investissez. En période de baisse boursière, vous risquez de vous prendre la tête pour savoir s'il faut garder ou vendre telle ou telle action. C'est le résultat inverse de la philosophie de ma chaîne YouTube, qui consiste à utiliser l'argent comme moyen d'émancipation pour obtenir plus de liberté. Je pense qu'il est préférable que notre argent soit à notre service, et non que l'on soit au service de son argent. C'est pour cela que sur ma chaîne, je parle d'investissement passif ou qui demande très peu de temps pour être géré. Et donc, logiquement, je parle très peu d'investissement en immobilier physique, qui demande beaucoup de temps. Investir sur quelques actions signifie que vous aurez des variations de la valeur de votre portefeuille qui vont être plus fortes que la variation des indices, et cela peut générer du stress, notamment quand vous êtes en période de baisse de la bourse. Une autre façon d'investir en bourse est de faire du DCA sur un indice. DCA signifie Dollar Cost Averaging. Cette stratégie d'investissement consiste à investir régulièrement une somme toujours identique sur le même support, quel que soit l'état du marché. Ce qui apporte de la sérénité, vous n'avez pas à vous casser la tête chaque jour à vous demander ce que vous avez à faire. Donc, vous sélectionnez une fois pour tout un indice, par exemple le CAC 40 ou le S&P 500 ou le Dow Jones, et également avec un ETF, vous pouvez investir non pas sur un indice, mais sur un secteur de l'économie, par exemple dans le domaine de la santé ou de l'intelligence artificielle, etc. Et à partir de là, c'est extrêmement simple. Chaque début de mois, vous passez un ordre d'achat de la même somme sur l'ETF que vous avez sélectionné. Par exemple, si vous voulez investir 1 200 € par an, vous passerez chaque mois un ordre d'achat de 100 €. Rien de plus simple.
Grâce aux ETF, il est extrêmement simple d'investir sur un indice. Et la valeur de l'ETF va varier quasiment comme celle du CAC 40. Je dis quasiment car il y a de petites subtilités concernant les ETF. Tout d'abord, il peut y avoir des frais qui généralement sont assez faibles, ça peut être de 0,10 à 0,35, 0,40%. Et d'autre part, certains ETF se contentent de répliquer un indice, donc il peut y avoir une petite différence entre la valeur de l'ETF et la valeur de l'indice qui réplique. Mais généralement, ce décalage reste toujours minime. Et vous trouverez des ETF sur tous les indices boursiers les plus connus, et également des ETF sur des secteurs d'activité de l'économie. La stratégie DCA sur indice, via des ETF, permet d'investir en bourse en y consacrant moins d'1 heure par mois. Donc, l'investissement en bourse à partir d'ETF liés à des indices permet d'avoir une bonne diversification tout en ayant une gestion de vos investissements très simple. De plus, cette stratégie d'investissement ne demande pas de connaissances approfondies, elle est à la portée de tout le monde. Commencer à investir en bourse via des ETF me semble être la meilleure stratégie pour des débutants. Je vous ferai bientôt une vidéo qui vous présentera une sélection d'ETF qui me semble particulièrement intéressant. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche si vous voulez que YouTube vous avertisse lors de la sortie de cette vidéo. Conclusion, si vous utilisez cette stratégie, l'investissement en bourse aura beaucoup d'avantages. C'est très accessible, vous pouvez débuter en investissant par exemple 10 € par mois. C'est très simple, cela ne demande pas de connaissances trop techniques. N'investissez pas votre argent dans une formation qui coûte plusieurs milliers d'euros, investissez directement cet argent en bourse, vous y gagnerez. Cela demande très peu de temps, tant pour apprendre la façon d'investir que pour gérer ses investissements. Vous pouvez espérer une bonne rentabilité, historiquement 8 à 16% suivant l'indice sur lequel vous investissez. Cela est beaucoup moins risqué que d'investir sur quelques actions. Et grâce à ce type d'investissement, vous allez commencer à accumuler des connaissances sur l'investissement en bourse, et cela vous aidera si par la suite vous souhaitez investir avec des méthodes plus techniques. Je pense qu'il est toujours intéressant de débuter avec une méthode simple, quitte plus tard, lorsqu'on a de l'expérience, à utiliser une méthode plus complexe. Avant d'investir, vous devez toujours prendre en compte la fiscalité. Et en matière d'investissement boursier, le type de compte sur lequel vous allez détenir vos actions est très important. Il y a principalement 2 types de comptes sur lesquels vous pouvez avoir des actions. Tout d'abord, le CTO, compte titre ordinaire, ou le PEA, plan d'épargne en actions. Et le choix de l'un ou de l'autre aura un grand impact sur la fiscalité. Dans le cadre d'un compte titre ordinaire, CTO, les gains générés par la détention de titres financiers, que ce soit les plus-values, intérêts ou dividendes, sont taxés au prélèvement forfaitaire obligatoire PFU ou à l'impôt sur le revenu IR. Vous devez choisir le mode d'imposition qui vous est le plus favorable. Si vous faites le choix de la taxation au PFU, vous allez payer la flat tax qui est de 30%. Soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu, plus 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Autre possibilité, taxation à l'IR, avec toujours 17,2% de prestations sociales, plus taxation à l'IR sur votre taux marginal d'imposition, TMI, qui est de 0 à 45% suivant votre tranche d'imposition. Et vous bénéficierez d'un abattement de 40% sur les dividendes. Le PFU est le mode de taxation par défaut, c'est-à-dire celui qui sera appliqué si vous ne faites aucune démarche. Si votre TMI est égal ou supérieur à 30%, vous avez probablement intérêt à choisir le PFU. Sinon, il est probable que vous aurez intérêt à opter pour la taxation à l'IR. Maintenant, regardons comment seront taxés vos gains si vous avez fait le choix du PEA. Premièrement, tant que vous laissez vos gains dans le PEA, vous n'êtes pas taxé. Par exemple, si vous aviez investi initialement 10 000 €, vous avez gagné 2 000 € après 2 ans, vous ne paierez aucun impôt tant que vous laissez ces 2 000 € de gains sur votre PEA. Si vous investissez avec un PEA, les gains seront taxés uniquement à la sortie du PEA et suivant la durée du PEA. Si vous sortez de l'argent de votre PEA avant 5 ans, vos gains seront taxés comme sur un CTO, soit 30% à la flat tax, soit avec 17,2% de prélèvements sociaux plus imposition à l'IR. Très important, la sortie d'argent du PEA entraînera sa clôture. Dès lors que vous n'avez rien sorti de votre PEA pendant au minimum 5 ans, vous ne paierez que 17,2% de prestations sociales et rien à l'IR. Donc, au-delà de 5 ans, la fiscalité du PEA est beaucoup plus avantageuse.
C'est pour cela que je pense qu'il est préférable d'investir en bourse via un PEA si vous pensez investir plus de 5 ans. Mais attention, le PEA a des inconvénients. Premièrement, il n'est pas intéressant pour des investissements de moins de 5 ans. Ensuite, théoriquement, il permet d'investir sur des actions d'entreprises françaises et européennes. Je dis en théorie, car il permet également d'investir sur des ETF répliquant les indices étrangers, tels que le S&P 500, le Dow Jones, le Nasdaq, etc. Donc ma stratégie d'investissement DCA sur indice via des ETF est tout à fait faisable avec un PEA. Il faudra seulement vérifier que l'ETF est compatible avec le PEA. Quand je me suis connecté à mon PEA Fortuneo, je vous ai montré que sur la page de description d'un actif, il y a un icône PEA si cet actif est compatible avec le PEA. Je ferai prochainement une vidéo qui vous donnera des ETF compatibles avec le PEA. Autre inconvénient du PEA, il est moins flexible qu'un compte titre ordinaire. En effet, sur un CTO, vous pouvez retirer de l'argent quand vous le voulez, même avant 5 ans, sans clôturer votre CTO. Mais comme l'investissement en bourse doit être vu sur le moyen long terme, je ne pense pas que ce soit un gros problème. Pour ouvrir un PEA, il est nécessaire de remplir toutes les conditions suivantes. Tout d'abord, il faut être majeur, être résident fiscal français, posséder un seul PEA par personne, avec un maximum de 2 PEA par foyer fiscal. Cependant, si vous avez entre 18 et 25 ans et que vous êtes rattaché au foyer fiscal de vos parents, vous pouvez ouvrir un PEA jeune. Donc, par exemple, un couple avec un enfant de 19 ans, rattaché au foyer fiscal, pourrait avoir 3 PEA. Un PEA pour le père, un PEA pour la mère et un PEA jeune pour leur enfant. Et vous ne pourrez pas mettre plus de 150 000 € sur votre PEA. Ce maximum de 150 000 € correspond à l'argent que vous avez injecté sur votre PEA durant toute sa durée de vie. Mais grâce à vos gains, vous pouvez bien sûr dépasser les 150 000 €. Par exemple, avoir 250 000 € grâce à 100 000 € de gains en bourse et 150 000 € initialement virés sur votre PEA. Et par ailleurs, vous pouvez à la fois posséder un PEA et un CTO. Si vous voulez ouvrir un compte bourse, Fortuneo vous offre un bonus à l'ouverture. Son montant varie et actuellement son montant est de 140 €. Je vous explique en détail comment bénéficier de ce bonus. Vous obtiendrez ce bonus pour une première ouverture d'un compte bourse, que ce soit un CTO, un PEA ou un PEA PME, et vous aurez également le bonus si vous transférez un compte existant chez Fortuneo. S'il s'agit d'une ouverture de compte, vous devez effectuer un versement initial de minimum 1 000 €. S'il s'agit d'un transfert, il n'y a pas de versement minimum. Pour obtenir ce bonus, vous devez utiliser mon lien de parrainage et indiquer mon code parrain lors de la souscription du compte. Je mets le lien et mon code parrain en commentaire de cette vidéo. Merci d'utiliser mon code parrain, je recevrai également un bonus qui me permet de financer ma chaîne YouTube. Fortuneo offre presque toujours un bonus à l'ouverture, mais le bonus de 140 € ne sera obtenu que si vous ouvrez votre compte et que vous finalisez votre dossier avant le 30 avril 2024. Après cette date, le bonus sera sans doute moins élevé. Donc si vous voulez bénéficier de ce bonus, ne tardez pas, si vous mettez 1 000 €, ça correspond à un gain immédiat de 14%, ce qui vous permet de démarrer en bourse dans de très bonnes conditions. De plus, si vous voulez ouvrir un PEA, vous avez intérêt à l'ouvrir le plus tôt possible, car plus tôt vous l'ouvrez, plus vite vous pourrez bénéficier de la fiscalité avantageuse du PEA après 5 ans. Pour pouvoir bénéficier de cette offre, vous ne devez pas détenir ou avoir détenu de compte chez Fortuneo auparavant. De plus, vous ne devrez pas clôturer votre compte bourse ouvert dans le cadre de l'offre dans un délai d'1 an. Sinon, Fortuneo se donne le droit de récupérer le bonus donné. J'ai prévu de faire prochainement de nouvelles vidéos sur la bourse, sur les ETF compatibles PEA, et des vidéos régulières vous montrant les résultats de mes investissements en bourse avec la stratégie DCA sur indice. Donc, si vous débutez en bourse, abonnez-vous à ma chaîne, vous aurez toutes les infos pour bien débuter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Dites-moi également en commentaire quel type de vidéo sur la bourse pourrait vous intéresser. J'ai passé beaucoup de temps pour faire cette vidéo, j'espère que vous pourrez bien débuter en bourse grâce à elle. Merci de liker cette vidéo si elle vous aide à débuter en bourse. Et à mardi prochain pour une nouvelle vidéo.